On s'est dit pourquoi pas aller piap sur YouTube. Voilà. Bonjour Chou. Bonjour Chou. Bonjour les choux. Ça va Chou? Écoute, ça va. Bien. On a passé 2 bonnes petites semaines là, c'est bien. On est contente de vous retrouver pour cet épisode 4. Non, Chou, on est super contente de vous retrouver pour cet épisode 4. On s'excuse, on sait qu'on est dimanche et non samedi, mais je pense qu'à partir de maintenant, ce sera un épisode toutes les 2 semaines, le dimanche et plus le samedi. Et voilà, bienvenue aux petits choux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Chou, aujourd'hui on a décidé d'aborder un sujet qui, ma foi, nous tient quand même assez à cœur. On entend énormément de nos jours l'énergie féminine. Il faut être un peu plus dans son énergie féminine, masculine, un peu plus l'ancrer, un peu plus l'incarner. Mais en fait, c'est quoi l'énergie féminine, tu vois? Parce qu'on entend un peu tout et rien, et au final, on ne sait pas mettre les mots sur ça. Donc, c'est vrai, Chou, je suis d'accord. L'énergie féminine, c'est vraiment des fonctions cognitives et physiologiques. C'est de la science. Period. Et donc, en fait, quand on parle d'énergie féminine, on parle essentiellement d'intelligence d'intégration. Qu'est-ce que c'est l'intelligence d'intégration? C'est le fait d'arriver à intégrer plusieurs signaux en même temps. Okay. Et des signaux que tu arrives à aller chercher plic-ploc à droite à gauche. Tu vois, de lire des informations qui sont pas linéaires, c'est typiquement féminin, l'énergie féminine. Et donc, on a beaucoup plus les capacités innées de prendre des décisions en fonction d'un contexte global et pas en fonction d'un truc très séquentiel, tu vois. Comme les hommes, ils ont tendance plus à tout voir en mode... objectif, action, résultat, tu vois. Sauf qu'en neurosciences, on le sait, genre le cerveau, il fonctionne pas de manière linéaire, séquentielle comme ça, tu vois. Il prend plein d'autres choses en compte, notamment genre comment tu te sens à l'intérieur de ton corps, comment tu régules tes émotions, la notion de cohérence, incohérence, etc. C'est tout des petits trucs qu'on capte, tu vois. Et on peut pas prendre une décision sans prendre ça en compte, notre cerveau il y arrive pas. Sauf que dans l'énergie féminine, c'est beaucoup plus développé que dans l'énergie masculine. Genre l'énergie masculine, elle va être beaucoup plus performante pour tout ce qui est atteindre un objectif, structuration, optimisation, performance, tu vois. Eux, ils sont vraiment très très bons dans ça, dans l'action pure, je vais dire. Mais donc, s'ils ont un objectif qui est bien défini, ok, ils sont super forts dans le fait de l'atteindre, tu vois. Mais pour définir un bon objectif, c'est essentiel de prendre le contexte global en compte. L'énergie féminine, est très douée en fait pour prendre tous les éléments en compte dans un contexte qui est complexe et incertain. Et donc, pour définir un bon objectif, c'est intéressant d'avoir un point de vue féminin, parce que la femme, elle va t'aider à définir le bon objectif, les bons timings, tu vois, genre quand agir, comment agir, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut pas prendre en compte. On a une bonne intuition aussi. Et en fait, tout ça, ça va éviter d'être dans la suraction pour un objectif qui finalement était peut-être pas le bon. Voilà un petit peu. Écoute, c'est assez parlant quoi finalement. En fait, ici, on parle d'énergie féminine et je dis souvent la femme du coup, mais en réalité, c'est simplement parce que la majorité des femmes ont une majorité d'énergie féminine et la majorité des hommes ont une majorité d'énergie masculine. Mais c'est important de savoir que les deux genres ont les deux énergies en eux. Simplement, on a des jauges un peu différentes. Et en fait, dans les entreprises, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, les gens ou les entités qui survivent le plus et qui performent le mieux, c'est pas ceux qui sont à fond dans l'action, qui vont le plus vite, le plus fort, etc. C'est ceux qui s'adaptent. Et donc, la capacité de s'adapter, je trouve qu'elle est hyper importante. Et elle est typiquement féminine, en fait. La capacité d'adaptation, c'est pas une compétence musculaire, c'est une compétence perceptive. Et la femme, elle a naturellement plus cette compétence en elle. Et... genre typiquement on va plus vite percevoir les signaux qui sont faibles, on va vite percevoir là où il peut y avoir un désalignement avant qu'on en arrive à une crise, tu vois, genre typiquement en couple, Chou, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est un exemple parfait, et c'est pas pour en revenir aux relations dans chaque épisode, mais je trouve qu'ici c'est super parlant, parce que le couple, tu vois vraiment la différence directe entre l'homme et la femme. Et je trouve qu'en couple, la femme, elle a vraiment tendance à mettre en avant les petites choses comme ça tout le temps au quotidien, avant qu'une énorme crise arrive, alors que l'homme, il va se dire, ok, il n'y a pas de problème majeur, et puis le jour où il y a un problème majeur, la femme, elle va se dire, ça fait 1 an que je te dis, il y a ça, et si on avait agi plus tôt, on aurait pu ajuster la trajectoire, tu vois. C'est vrai. Et l'homme, l'énergie masculine a tendance à devoir passer par la crise, par la casse, etc.,
pour se dire ok là il faut réagir et il faut changer de plan, alors que la femme elle va plus ajuster les trajectoires en fait au fur et à mesure de sa vie de manière générale, pas qu'en relation. Ouais, c'est super vrai ce que tu dis. Et en fait, je trouve que dans notre monde qui est saturé d'informations, c'est hyper important d'avoir cette ressource-là. C'est une ressource hyper stratégique, en fait, je trouve, le fait de pouvoir bien filtrer les informations, savoir quoi en faire, etc. Mais malheureusement, vu que c'est pas visible, j'ai l'impression que c'est une compétence qu'on sous-évalue. Ouais. Tu vois, on reconnaît beaucoup plus tout ce qui est visible, tout ce qui est mesurable, etc. Tout, vraiment l'action, tu vois, l'action pure, alors que finalement, la qualité de l'action que tu vas mettre en place, elle est d'abord définie par la qualité de l'état intérieur de la personne qui la met en place. Le fait d'écouter son énergie féminine comme ça, c'est ce qui te permet de tenir dans la durée, je trouve, et d'être efficace, en fait, et d'être dans tout ce qui est durable, sans épuisement, sans oublier ton corps et ton esprit, et je trouve ça super important. Mais en plus, ça date pas d'hier. Genre là, j'ai l'impression que c'est un sujet trendy, c'est un sujet des temps modernes, etc. parce que c'est quelque chose qu'on a envie de remettre en avant, mais pas du tout. Mais non, ça date pas d'hier, ce sujet-là. À l'époque, c'était hyper valorisé, l'énergie féminine. Tu vois, historiquement, dans pratiquement toutes les civilisations anciennes, il y avait vraiment une vraie reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'énergie féminine. C'est juste qu'on le montrait et on le montrait différemment. Et si on regarde les anciennes civilisations, notamment l'Égypte antique, j'ai une grosse passion pour l'Égypte antique, je sais. Il y avait vraiment une vraie reconnaissance incroyable de la puissance féminine, tu vois. Par exemple, donc ils vénéraient énormément les déesses et c'était pas juste décoratif, c'était pas juste... Enfin, tu vois, il y avait vraiment une vraie vénération de la déesse, de ce qu'elle pouvait faire. Donc c'était soit de la magie, soit de la guérison, soit de la protection, de l'amour. Dans l'Égypte antique, il y avait vraiment... les femmes avaient vraiment des droits incroyables pour l'époque. Elles pouvaient posséder des biens, elles pouvaient divorcer, elles pouvaient même gérer des affaires. Il y a même eu des pharaons, quand même, quand on y pense. Il y a quand même eu des femmes qui ont régné sur un empire. C'est quand même pas rien. Et c'était pas du tout vu comme faible. Au contraire, c'était vraiment une force à part entière. Donc voilà, t'as vraiment eu toute une... vraiment à cette époque-là, ces civilisations-là qui vénéraient énormément la femme, qui la respectaient aussi et qui l'idolâtraient, quoi. T'imagines, les gens allaient se recueillir dans le temple d'Athéna avant des batailles pour qu'elles puissent leur porter chance parce qu'ils vénéraient cette énergie-là. Donc moi je trouve ça hyper beau, ça m'a toujours hyper fascinée. Et puis c'est passé quelque chose de fondamental en fait avec l'industrialisation. Donc c'était 18-19e siècle, hein. Et tout d'un coup, en fait, ce qui a compté, ça a été la productivité, la performance. En fait, on est vraiment passé d'une société rythmée un petit peu naturellement à une société qui a été rythmée par l'usine, l'horloge, le rendement. Il y a eu le contexte géopolitique aussi par rapport aux guerres qui s'y prêtaient, mais voilà. Et en fait, en ce nouveau monde-là, les qualités qu'on associe au masculin, comme tu l'as dit, donc tout ce qui est action, force physique, compétition, logique pure, un peu structure, et en fait, ça va devenir les seules qualités un petit peu valorisées à cette époque-là, à cette période-là. Et résultat, l'énergie féminine dans tout ça, elle va pas disparaître, parce que c'est toujours en nous, mais elle va devenir presque un petit peu embarrassante, tu vois, un petit peu obsolète, je dirais, parce que c'était un petit vu comme vulnérable, en fait. Et je trouve que aujourd'hui, on le vit encore un peu dans cet héritage-là, tu vois, beaucoup de femmes, et moi, je m'inclus énormément dedans aussi, attention, on a grandi en fait dans ce modèle où pour réussir, il fallait adopter en fait des codes très masculins, tu le sais, on le vit. Et ouais, maintenant, enfin, être indépendante, oui, c'est un petit peu une obligation, en tout cas en Occident, mais ça veut pas forcément dire jamais avoir besoin de personne, pouvoir compter que sur soi, etc. Être ambitieuse, ouais, c'est trop bien, mais ça veut dire aussi travailler un petit peu comme un homme, penser comme un homme, performer sans pause. Et je trouve qu'on est un peu dans une suradaptation masculine et c'est absolument pas un jugement, attention, loin de là. C'est... en fait, on s'est un petit peu mis dans une stratégie de survie et en fait, pour être prise au sérieux, pour avoir un petit peu les mêmes opportunités, pour ne pas être perçue comme trop émotionnelle, parce que des fois, ça peut être un défaut malheureusement ou un peu trop sensible. Et du coup, on a dû apprendre à couper certaines parties de nous-mêmes et certaines parties de notre essence, qui est cette énergie féminine. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans les livres, même dans les conversations qu'on a de femme à femme, je trouve qu'il y a un petit peu un réveil général qui se fait et un petit peu une réappropriation de attends, je peux être ambitieuse et être connectée à mon corps, je peux aussi être forte et vulnérable, je peux réussir et aussi respecter mes cycles. Enfin, tu vois, il y a quand même
il y a une espèce de rééquilibre qui se fait tout doucement. Et c'est chouette, je trouve que c'est pas du tout un retour en arrière, au contraire, c'est un peu une réconciliation avec nous, notre corps, notre énergie, et adapté un petit peu à la société moderne, parce qu'il faut vivre avec son temps aussi. Et voilà. Mais là où je trouve que ça devient assez sensible et assez touchy comme sujet, il y a quand même ce truc d'un petit peu féministe et ce truc d'énergie féminine. Je trouve qu'on peut faire un petit peu l'amalgame entre les deux et c'est là où ça devient un petit peu dangereux. Qu'est-ce que tu peux nous dire du féminisme en général? Je pense que c'est bien un petit peu de redéfinir ce que c'est que le féminisme, parce que je trouve qu'aujourd'hui on entend un peu tout et son contraire. Et moi personnellement, demain tu me dis c'est quoi être féministe pour toi, je pense que je sais, mais j'ai l'impression que je saurais pas exactement le définir à proprement parler. Mais Chou, tu sais, je trouve que tu as relevé un truc super intéressant, c'est que notre génération, de manière générale, pas que le sujet des énergies féminines, j'ai l'impression qu'on est une génération qui remet un peu en lumière certaines choses qui ont été un peu sous le tapis, comme tu disais, et simplement, je trouve qu'on est une génération de... Comment on dit, de conscience. Genre, j'ai l'impression qu'on est en conscience. On est un peu plus en conscience de tout ça. J'ai l'impression qu'on est, vu qu'on est né, je pense, dans une période avec énormément d'informations, j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à tout remettre en question et qu'on a un esprit critique beaucoup plus développé que les générations de nos parents et de nos grands-parents, tu vois. Et donc, vu qu'on a un esprit critique, je pense qu'on a envie de comprendre ce qui se passe et de le redéfinir et de savoir si on est toujours en accord, etc. Mais pour te répondre, Chou, c'est très 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 simplement juste bénéficier des mêmes droits. Donc que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, les mêmes accès aux opportunités et les mêmes libertés. Bon, moi, quand tu me dis que c'est ça la définition du féminisme, je ne peux que l'être. Genre, je ne comprendrais pas que quelqu'un ne le soit pas. Oui. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu, que ça a l'image maintenant d'une idéologie contre les hommes. J'ai l'impression que ça a cette image-là. Or, pas du tout, tu vois. C'est simplement le fait d'avoir les mêmes droits, la même liberté de travailler, d'étudier, de voter, vraiment juste d'avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités économiques, politiques et sociales. Et en fait, là où je trouve qu'on s'est un peu éloigné de ce qu'est le féminisme à la base, c'est quand on est passé de l'égalité des droits progressivement à l'effacement des différences. En fait, dire que l'homme n'est pas égal à la femme et qu'on n'est pas les mêmes, c'est pas anti-féministe, c'est pas rétrograde, c'est pas sexiste. Ça veut pas dire qu'on crée une hiérarchie, ça veut pas dire qu'il y a un genre qui est inférieur ou qui est supérieur à l'autre. Et en fait, on nous a tellement ancré certaines choses que pour nous, en tant que femmes, quand on met les différences en avant, eh bien, j'ai l'impression qu'automatiquement, on a un petit truc d'infériorité, tu vois. Mais aussi parce que je pense que la jante masculine nous fait ressentir comme ça, sans vouloir les incriminer. Et en fait, Chou, je trouve que le fait de nier ces différences-là, c'est presque nous mettre dans une nouvelle forme de violence, de pression en tant que femme, parce que c'est exactement ça qui nous oblige, en fait. C'est le fait de ne pas prendre en considération tout ce qui fait de nous une femme, que ça nous oblige à se conformer à un modèle de vie, un modèle de réussite typiquement masculin. Et le féminisme, quand il est bien compris, pour moi, justement, il a pour but de nous élargir le champ des possibles et pas les restreindre, justement, à des rôles qui sont typiquement plus masculins. Genre, pour moi, ça nous élargit le champ des possibles et ça nous laisse donc le choix d'être ambitieuse, de pas être ambitieuse, d'être plus orientée action ou ressenti, de naviguer entre nos énergies en fonction des moments de la vie, en fonction de comment on est accompagné aussi dans ces moments-là de notre vie, tu vois. Et le fait de reconnaître ça, eh bien, ça met en avant le fait, justement, qu'on n'a pas à surcompenser, qu'on n'a pas à surjouer, qu'on n'a pas à surperformer et en fait essayer de se conformer à un système qui ne convient pas à la base. Et moi je suis très fière qu'il y ait des femmes qui se soient battues pour que nous justement on ait ces choix-là de travailler, de ne pas travailler, d'aller voter, etc. Mais je pense que ça reste très occidental, que ce soit un choix, que ce soit une fierté et qu'on soit contente d'avoir le choix, etc. J'ai l'impression que c'est pas une vision universelle. Et moi, dans ma tête, ça coulait sur ce que si. Mon point de vue, il a commencé à changer une fois qu'on a commencé à vraiment être dans des milieux internationaux tout le temps. Et finalement, quand on est arrivé à Londres, c'est là que j'ai vu le plus de cultures différentes, des cultures très fortes, des religions très fortes. Et pour avoir côtoyé pas mal de Russes, donc pendant cette période-là, on s'est rendu compte que, en fait,
Russe, indien. Ouais, indien aussi. Mais ouais. c'était limite la honte si ta femme, elle travaille. Genre en mode, si ta femme, elle doit travailler, mais c'est que t'es pas un bon mari, tu vois. Ouais, Genre, c'est fou, je trouve, d'avoir vu toutes ces différences de culture. Mais ouais, je suis trop d'accord, c'est fou. Et on a cette vision-là et ce besoin un petit peu, tu sais, même un peu de faire 50-50, etc. Ouais. De tout partager. C'est très occidental, en fait, comme vision. Et on s'en rend pas compte. Et tu vois, quand on regarde d'autres cultures, même d'autres systèmes, moi, je suis d'origine algérienne. Et donc, du coup, dans la culture maghrébine, c'est quelque chose qui se fait pas du tout, quoi. Le 50-50, ça va pas, quoi. Mais c'est aussi très religieux, je pense. Et tu vois, du coup, il y a des approches complètement différentes de l'énergie féminine et masculine. Je sais que c'est un sujet sensible, surtout aujourd'hui en France. Mais je pense que c'est bien d'en parler un petit peu avec honnêteté et remettre un petit peu certaines choses dans leur contexte. Mais tu vois, dans certaines interprétations de l'islam, il y a un petit peu cette idée que la femme, c'est le pilier du foyer, de la stabilité, la transmission, d'ancrage. Et l'homme, c'est un peu le protecteur, celui qui pourvoit, qui structure. Ça, c'est vraiment un petit peu... De manière générale, dans toutes les religions monothéistes, c'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que c'est transmis, en tout cas. Et pour beaucoup de gens, je trouve en Occident, ça ressemble un petit peu à de l'oppression. Ce que les femmes musulmanes peuvent vivre. Moi, j'en parle en connaissance de cause, donc je me permets de parler de ce sujet. Mais quand tu parles avec des femmes qui vivent en fait de manière choisie et valorisée cette situation, donc de rester à la maison, de ne pas travailler, elles te disent, mais en fait, mon rôle, il n'est pas inférieur, il est juste différent et il est tout autant à respecter. Et quand je trouve que c'est un choix et que c'est valorisé, c'est parlé, c'est discuté et c'est réfléchi et que tu sais pourquoi tu as envie de rester dans ton foyer parce que c'est aussi notre essence en tant que femme de vouloir s'occuper de ça. Et ben je trouve qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'oppression, tu vois. Si sa manière de s'exprimer en tant que femme, c'est de s'occuper de sa famille, d'être dans une énergie un peu plus réceptive, plus ancrée dans le foyer, et que bah c'est respecté et soutenu financièrement et émotionnellement par son partenaire, alors il est où le problème, tu vois. Et je trouve qu'en Occident, on peut vite assimiler ça à de l'oppression et elle n'a pas eu le choix et oui, son mari, parce que nous, on ne sait pas en fait, parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est une culture où la femme, elle n'a pas énormément de liberté d'expression. Oui, alors en fait, je pense que c'est important de dire qu'il y a des femmes qui ont la liberté d'expression dans cette culture, mais bien sûr qu'il y a des femmes qui n'ont pas cette liberté d'expression-là. On le voit dans des pays aujourd'hui comme en Afghanistan, en Iran, même, enfin, c'est très très compliqué et ça me peine énormément parce que je trouve qu'on assimile ça à la religion, alors que quand tu regardes et que tu ouvres la religion, en tout cas de la religion musulmane, il n'y a rien, mais rien de tout ça. Donc oui, quand il s'agit d'oppression, je suis la première à être scandalisée et à me dire mais c'est pas possible qu'on ait fait un retour en arrière. Et encore, même quand je dis les civilisations égyptiennes, les femmes elles avaient plus de droits que certaines femmes aujourd'hui, donc ouais, non, ça non. Mais je pense que c'est aussi important de dire qu'il y a des femmes de ma culture, de ma religion, qui sont pas oppressées, qui ont leur droit de parole. Et si tu vas un petit peu du côté de l'Inde, j'avais échangé avec une de nos amies qui est indienne, qu'on a rencontrée à Londres, et je sais plus, on avait eu ce débat un petit peu sur la place de l'homme, de la femme, dans un foyer, tout, etc. Et elle m'a raconté une petite histoire, enfin c'est pas vraiment une petite histoire, en fait c'est une de leurs croyances et ils ont une mythologie en fait autour de Shakti, donc qui est l'énergie féminine créatrice, la force vitale, un petit peu de l'univers, et Shiva qui est l'énergie masculine et qui est immobile, vraiment il ne peut rien faire sans Shakti, et du coup l'un ne fonctionne pas sans l'autre et tu vois c'est vraiment une vision de complémentarité. Donc voilà, je pense que c'est très culturel, comme tu disais, c'est très religieux aussi. Tu vois, par exemple, dans la religion musulmane, c'est un devoir en tant qu'homme de prendre soin de sa femme financièrement. Donc, tu vois, quand tu vas parler à plein de personnes qui sont de cette religion-là, ils vont te dire, bah ouais, normal. Et puis si la femme, elle veut travailler, et bah son argent, c'est son argent. Non, et il y a aucun. Et donc c'est pour ça que c'est très culturel et très religieux. Exactement, ouais. Voilà. Et je sais qu'en Occident, c'est pas du tout comme ça. Et c'est normal. Moi, la première, j'ai été élevée entre ces deux cultures, donc j'ai les deux points de vue. Donc je sais très bien que c'est pas. Ça peut ne pas parler aussi, mais voilà, c'est juste pour dire que d'une manière très générale, comme tu disais, il n'y a pas de loi universelle sur l'énergie féminine, masculine et comment tu le gères. Mais tu vois, je trouve que en France et en Occident, je pense de manière assez générale, je trouve que c'est vécu un petit peu comme une oppression inverse du style il faut travailler, il faut être indépendante financièrement. Il faut que tu finisses tes études, il faut que tu trouves un travail. Enfin, je sais pas, moi j'ai été toi aussi, je pense qu'on a tous été élevés comme ça. Mais limite, quelqu'un qui reste chez elle, qui choisit de ne pas travailler, c'est un peu
mal vu. Je pense que c'est intéressant cette notion de travail. Toi, tu le vis comment un petit peu ce monde du travail qui est aussi très masculin, on y reviendra, mais... Ouais. Ben, c'est vrai que ça dépend grandement de ton éducation et de quelles sont tes normes, tu vois. Et moi, typiquement, je vais pas juger une femme qui décide de ne pas travailler, de rester à la maison, mais je vais avoir peur pour elle. Genre, je vais me dire, même si là, à l'instant T, c'est que ça leur convient tous les deux et que c'est leur dynamique de couple et ok, tu vois. Mais moi, je vais avoir peur pour elle. Genre, moi, comment je vis le truc, c'est que moi, je travaille parce que j'aime ça. Et ça, du coup, c'est très, très personnel, mais par choix, c'est un peu mon rêve de petite fille. Genre, mon rêve, c'était d'avoir mon entreprise, aller dans mes bureaux avec mes petits talons et tout. Genre, ça, c'était mon rêve, tu vois. Donc, je travaille un peu pour réaliser mon rêve quelque part. Et de me prouver à moi-même que si j'en rêvais quand j'étais petite, je peux le faire, tu vois. Mais, je vais pas te mentir, évidemment que je travaille aussi pour mon indépendance financière. Je compte pas faire ma vie avec quelqu'un qui a pas au minimum les mêmes ambitions financières que moi. C'est pas pour autant que je saurais reposer sur lui. Parce que... Ouais, t'as ce besoin aussi d'avoir ta sécurité. Mais j'ai peur en fait. Et c'est peut-être super dommage de penser comme ça, j'en sais rien. Mais en fait, juste, j'ai peur parce que pour moi, il y a vraiment trois dangers principaux. Le premier, c'est t'es avec lui, t'es en couple, tout va bien, etc. Mais c'est lui qui paye tout. Tout ou bien une grande partie. Genre, votre lifestyle, il est dû à lui complètement, tu vois. En fait, je pense que de manière très naturelle, tu te soumets un peu. Et je pense que c'est hyper insidieux. Tu vas faire plus de concessions, par exemple, si t'es dans sa maison, que lui il paye le loyer ou bien il est propriétaire, etc. Et toi, tu habites chez lui. Quand t'es pas chez toi, tu vas forcément plus t'adapter à ses attentes à lui, son mode de vie à lui. Et j'ai pas envie d'être ingrate. Donc, pour compenser, je vais faire ça, ça, ça et ça, que j'aurais pas fait en temps normal. Et donc, je trouve que de manière très... vraiment super insidieuse, et tu finis par vivre sa vie à lui finalement et à toi t'oublier un petit peu tout simplement parce que c'est ta manière de compenser. Il y a aussi le fait que si c'est clairement ton partenaire qui subvient aux besoins de la famille financièrement, je trouve qu'après il y a un autre risque qui est de rester dans la relation pour les mauvaises raisons, tu vois, parce que si toi t'as rien, si vous deux ça va plus, vous vous aimez plus, c'est la vie, c'est comme ça, t'as envie de partir, tu vas pas partir si t'as rien. On va pas se mentir, tu vas pas partir, c'est pas possible, tu vois. Bien sûr. Et ton mari, même chose. Ton mari, si il t'aime plus, ça va plus, il a plus envie d'être avec toi, tu restes la mère de ses enfants, tu restes la femme avec qui il a fait une grande partie de sa vie. C'est sûr. Il a pas envie de te laisser comme ça sans rien, de t'abandonner, donc il se dit je vais pas la lâcher, sinon elle a plus rien, nanana. Et puis ça mène à de la distance et à des trahisons, et ça y est, c'est le début de la fin, tu vois. Pour moi, ça c'est un énorme risque. Et le dernier, il est évident, en cas de séparation, c'est chaud. Si t'as rien accompli personnellement, et c'est pas que mettre de l'argent de côté, c'est juste même simplement te créer une compétence. Si tu repars sans argent, sans compétence, c'est super chaud. C'est chaud. Comment tu te retournes après? Et moi, c'est ça qui me fait très peur. Et donc finalement, mon indépendance financière, elle est liée à mon indépendance relationnelle. Et donc c'est très important pour moi. Mais je pense que c'est normal, je suis d'accord avec toi, et moi j'ai été élevée aussi dans cette dynamique de ne compte pas sur un homme pour subvenir à tes besoins, parce que malheureusement c'est plus facile de se séparer. On vit dans une autre génération, donc on s'adapte aussi, et dans ce truc de il faut que tu construises et que tu quelque chose, que tu capitalises, que t'aies quelque chose et que tu sois pas derrière dépendante financièrement de ton futur mari. Parce que parce que ça. Moi, j'ai eu des exemples dans ma famille, donc ça aide aussi quand tu vois des femmes de ta famille être détruites parce que un homme les a détruites et que derrière elles se retrouvent sans rien. Bon, tu te dis ok, j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais donc, j'ai pas de jugement. On connaît jamais les arrangements qui sont pris dans les mariages. On est à des années-lumière, je pense, de s'imaginer tout ce qui se dit vraiment dans les mariages. Et donc, aucun jugement, mais de la mise en garde quand même. Mais du coup, pour te répondre, non, je vois pas l'ambition comme étant quelque chose qui va à l'encontre de l'énergie féminine, tu vois. Je pense que le vrai danger, c'est de vouloir être ambitieuse dans une énergie masculine. Je pense que c'est ça le vrai danger, c'est de se tuer, d'écouter son ambition en se disant ok, alors je dois agir comme ça, parce qu'on a des exemples qui sont en majorité masculins. Mais en réalité, pour moi, le vrai danger, c'est de pas s'écouter et donc de s'épuiser et de pas tenir dans la durée et de même pas faire les choses bien finalement. On est quand même dans le monde des affaires, si on englobe le truc, et c'est quand même un monde
majoritairement dominé par les hommes. Un masculin, oui. Et donc, c'est vrai que concilier ses ambitions dans un monde comme ça coule pas forcément de source. Je trouve qu'il faut un peu le temps de se trouver, de trouver son rythme, en fait, dans cet écosystème-là. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. Moi, je travaille dans un milieu assez masculin. Finalement, je suis tombée dedans, mais je travaille dans le milieu de l'e-commerce, donc c'est très masculin, surtout au premier abord. Et je trouve que justement, c'est en utilisant mon énergie féminine que je suis peut-être la plus efficace et que je peux me démarquer un petit peu plus. J'amène ma vision marketing à une marque avec laquelle je collabore, pardon. Et tu vois, je vais avoir une psychologie en fait qui va être très différente des hommes avec lesquels je travaille. Tu vois, eux ils vont souvent être vers la structure claire, la décision rapide, etc. Les chiffres. Moi je vais peut-être un peu plus être à l'écoute, l'intuition, un petit peu la lecture émotionnelle, la capacité à vraiment créer du lien entre notre produit, la cliente, et essayer de comprendre un petit peu comment on peut vendre au mieux notre produit, parce que c'est tout le corps de mon métier, mais plus dans l'émotionnel, je pense. Mais du coup je trouve que c'est pas moins bien ou mieux, c'est juste hyper complémentaire. Et moi je trouve qu'on est, enfin en tout cas avec les gens avec qui je travaille, on est très complémentaires à ce niveau-là. Et tu vois, je peux utiliser ces forces sans pour autant être tout le temps en mode je contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ce que je fais, tout, parce que j'étais comme ça avant. Mais voilà, je pense que c'est ça aussi le piège dans le monde du travail, surtout quand t'es une femme. Tu peux travailler, être ambitieuse, performer, mais sans être non plus sous tension permanente, et en respectant aussi tes cycles, en respectant ton corps. Et en fait, en tant que femme, c'est très dur. On nous a pas appris à nous écouter finalement. Et je pense aussi que moi, j'ai évolué donc pendant 17 ans. J'ai fait du sport de haut niveau. Je me suis rendu compte que c'est très masculin. Ouais. Enfin, la mentalité d'un sportif de haut niveau, elle est quand même très masculine. C'est ce que tu disais. Donc, c'est performance, c'est résultat, c'est objectif, c'est structure. Et il n'y avait pas de j'écoute mon corps. Il n'y avait pas quand j'avais mes cycles menstruels, c'était tant pis, on y va quand même. Tu vois, il n'y avait pas cette écoute du corps de la femme et tout. Et donc ouais, je pense que j'ai été pendant très très longtemps dans mon énergie masculine. Et je pense que je suis arrivée à saturation. Je sais pas s'il y a une jauge ou s'il y a une limite de ce que je peux avoir, ce que je peux donner en énergie masculine. Mais je pense que pendant tellement longtemps, j'ai tellement été dans ça que maintenant, je suis vraiment en mode ok, tu sais quoi, tu veux prendre des décisions, vas-y, je m'en fous. Non, mais tu vois, je suis moins sur ce truc de je veux tout contrôler. Peut-être parce que je me suis aussi prouvé à moi-même des choses dans le passé, et du coup j'ai eu ce truc de ok, je me suis prouvé que j'ai pu faire des compétitions internationales, j'ai pu représenter mon pays international, donc vas-y, je suis fière de moi, donc vas-y, c'est bon, maintenant next chapitre de ma vie. Je sais pas, peut-être, mais ouais, maintenant je suis plus en mode ok, tu sais quoi, moi ça m'intéresse plus en fait maintenant de comprendre un petit peu la psychologie de la cliente et de comment lui vendre au mieux notre produit, comment notre produit peut l'aider au mieux. Enfin, je suis plus dans ce truc là. Mais c'est bien, je pense que t'as juste appris à t'écouter, comme on disait dans l'épisode. Mais oui, je pense aussi, ouais. L'épisode 3. Non, trop mais c'est vrai. Trop d'épisodes. Non, mais c'est vrai, l'année passée, on a quand même énormément appris à nous écouter, et à mon avis, le fait de prendre en compte notre énergie féminine et de se concentrer dessus au lieu d'essayer de la camoufler justement pour s'orienter résultats, performance, etc. Je pense que ça nous a aidé à nous sentir vraiment mieux et à faire mieux. Mais je sais que toi, t'évolues dans un milieu très masculin, encore plus que moi. Mais comment t'as un petit peu géré tout ça? Est-ce que t'as réussi à te retrouver justement en tant que femme? Déjà, est-ce que tu t'es sentie légitime en fait? Alors non. Et est-ce que tu t'es retrouvée en tant que femme, et est-ce que t'arrives à concilier ce travail et ton énergie féminine? Ben écoute, chou. Donc pour remettre un peu de contexte aussi, parce que c'est vrai que moi je pense ne jamais être représentée. Donc je dirige une entreprise avec un gros focus tech et finance. Donc c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la finance et la tech. J'applaudis. Ah bon? Maintenant on applaudit comme ça, t'as pas vu sur les réseaux? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle trend? Mais c'est qui l'a inventé? Je sais pas, maintenant t'applaudis comme ça pour dire bravo. Ouais. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, et c'est pas ça, et juste ça. Tu sais comment ils applaudissent, les Allemands? Non? T'as jamais vu? Bah non. Ils font comme ça sur la table. Ils tapent du poing sur la table. Ah ouais? Je te jure. Mais quand t'as pas de table, tu fais comment? Je sais pas. Ouais, voilà. Donc, en gros, entrepreneuriat, tech et finance, c'est 3 secteurs extrêmement masculins. À chaque fois que je suis confrontée à une personne dans le cadre d'un deal ou dans le cadre juste d'une mission, etc., et ben c'est un homme.
tout le temps, tout le temps un homme de 1, plus vieux que moi de 2. Donc, je t'avoue qu'au début, c'était un peu dur de me sentir légitime, surtout que quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Ouais, Donc, la première fois que j'allais sur mes 23 ans, tu vois, mais quand même, genre la première fois que j'ai dû rencontrer des gens, j'étais une fille de 22 ans et donc, je t'avoue, oui, je me sentais hyper illégitime. Et en fait, avant de rentrer en meeting, etc., j'avais ce truc de... ok, là je rentre dans un rôle. Est-ce que je dois jouer la fille un peu froide, un peu qui a le contrôle? Est-ce que je dois surjouer cette partie-là, tu vois, pour compenser le fait d'être une femme? Genre en mode, ok, c'est une femme, mais elle est redoutable. Je joue au requin. Je joue au requin. Je joue au requin. Mais je pensais que j'avais pas le choix, tu vois. Je pensais que pour être valorisée dans ce milieu-là, j'avais pas le choix. Et je trouve que déjà, le fait simplement que je me pose la question, en fait, avant de rencontrer quelqu'un, ou même en écrivant un mail, hein, je me disais, il faut absolument que je sois, genre que je laisse rien passer, tu vois, et que je sois très claire et qu'on ressente dans chacune de mes paroles, dans chacun de mes mouvements, que je sais où je veux aller et qu'on me la fera pas à l'envers. Et en fait, rien que le fait que je me dise, ok, je dois switch, ça veut bien dire que la société valorise extrêmement l'énergie masculine. Je me suis rendu compte petit à petit, ça s'est fait naturellement, mais que j'avais pas à jouer ce rôle-là. Et en fait, je m'épuisais. Et en plus de ça, j'étais jamais contente. Parce que du coup, j'étais dans une méta masculine. J'arrivais jamais à mes objectifs. Ça se passait jamais comme prévu. Et donc, du coup, j'étais jamais satisfaite de moi. Et donc, j'essayais d'en remettre une couche encore plus. Mais je le faisais toujours mal parce que c'est toujours pas en moi. Et donc, ça prenait pas la tournure que je voulais. Et donc, j'étais pas spécialement épanouie dans mon métier. Et en fait, assez naturellement, je me suis recentrée. Et avec le temps, en fait, j'ai compris que, comme j'en reviens au tout début du podcast, mais lorsque je disais que, en fait, dans le monde dans lequel on vit, c'est une force stratégique énorme, en fait, d'avoir cette espèce d'intuition féminine. Et donc, depuis que je me suis beaucoup plus recentrée là-dessus, j'ai l'impression que j'ai de meilleurs timings, que j'ai des objectifs qui ont beaucoup plus de sens, que je comprends ce que je fais, pourquoi je le fais, dans quel ordre je le fais, ça a du sens pour moi. Je vois beaucoup plus clair. En étant juste moi-même et en ayant une vision très claire, ben, ça se ressent. Et je sens que j'ai pas moins de crédibilité que avant en fait. Bah ouais. J'en ai plus parce que là, je suis moi, tu vois. Et ça se ressent. Ouais, je pense que c'est bien que tu aies fait tout ce cheminement-là, mais ça s'est fait naturellement. On peut pas tenir ça sur le long terme, tu vois. C'est ce que je te dis, je pense que t'arrives à un moment donné, quand tu puises un peu trop dans ton énergie masculine, t'arrives à saturation, je pense. Donc voilà, je suis toujours aussi ambitieuse qu'avant, je suis toujours aussi exigeante qu'avant, mais je me coupe pas de mon corps et de mon esprit pour y arriver, tu vois, et c'est beaucoup plus sain, et finalement je suis beaucoup plus productive comme ça. Mais quand on arrive dans le couple et dans la famille, je trouve que cette posture-là, elle peut devenir un problème. Et elle peut créer un certain déséquilibre, pardon, je m'explique. Si tu es tout le temps en mode en tant que femme, je contrôle tout, si tu laisses... En fait, tu vas jamais vraiment laisser la place à ton partenaire, la place qu'il devrait prendre. Si tu te permets, toi, de jamais être vulnérable, de jamais de recevoir, de jamais lâcher prise, en fait, tu crées un déséquilibre, parce que lui, en face, en tant qu'homme et en tant qu'énergie masculine plutôt, il va vouloir t'apporter ça en contrepartie. L'hyper-indépendance, c'est souvent de l'autoprotection, je trouve. Et c'est un peu une armure qu'en tant que femme, on se met. Et ce qui est normal, et je le comprends dans plein de cas, parce que c'est aussi la société qui veut ça. Et je pense que aussi on a peur de dépendre de quelqu'un, on a peur d'être déçu aussi et de perdre ce contrôle. Et je trouve que dans un couple, tu peux pas non plus être dans ce mode armure 24 heures sur 24. En fait, sinon, il y a plus de polarité. Donc, je trouve que garder son énergie féminine dans le couple, ce n'est pas renoncer à être forte. Justement, je pense que c'est accepter d'être un petit peu plus vulnérable, de recevoir, de laisser aussi ton partenaire te soutenir, te protéger, prendre certaines décisions. Et c'est dur de faire ça, je trouve, surtout de nos jours, et d'avoir la chance de trouver un partenaire aussi qui te laisse avoir cette place-là. C'est pas évident, je l'entends, mais voilà, ça veut pas non plus dire devenir dépendante de ton partenaire, ça veut pas non plus dire que tu vas créer cette dépendance affective, mais c'est juste créer en fait de l'interdépendance saine. Et je pense que c'est possible quand tu t'accordes vraiment bien avec ton partenaire. Je trouve que des fois, ça fait du bien d'accepter qu'il paye resto sans que ça te remette en question ton féminisme, le laisser des fois, organiser, prendre en charge certaines choses, sans que ça soit toi qui micro-gère un petit peu tout. Tu vois, je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à le faire. Je pense que j'ai été une de ces femmes aussi, de laisser un petit peu cette charge-là et de lâcher un peu de contrôle, même si
on prend le risque d'être déçu derrière. C'est hyper important de savoir faire les deux et de savoir jongler en fonction des différents moments de ta vie entre tes deux énergies. Et je suis hyper d'accord avec ce que tu disais, que c'est beau, nous lâcher prise en fait, pour que lui il puisse prendre un peu ce rôle-là aussi, parce que je pense que au-delà du fait que nous ça nous plaît, eux ça leur plaît en fait ce rôle-là, tu vois. Et surtout un homme et son ego, bon désolé mais c'est un fait, hein, c'est pas grave, je suis sûre que ça aussi c'est de la science. Un homme et son ego, il faut, je trouve, le laisser être dans ce rôle-là. Et je pense que les gens, genre tu es avec quelqu'un parce que tu aimes comment cette personne se comporte, mais tu es aussi avec cette personne parce que tu aimes la personne que tu es quand tu es avec cette personne. Et donc pour moi, un homme, c'est super important de le laisser être dans son énergie masculine. Et en plus de ça, en étant dans son énergie masculine, genre lui par exemple en planifiant, comme tu disais, des petits restaurants, etc., de nous offrir un beau restaurant et tout. C'est des exemples, hein. C'est un exemple, bien sûr, mais ça nous permet, nous, de pas devoir se préoccuper de téléphoner, réserver le resto, se demander où on va y aller, à quelle heure, comment on va y aller, s'occuper de la logistique, etc. C'est des trucs à la con, on est bien d'accord, et c'est un luxe d'aller au restaurant, on est bien d'accord. Mais le fait de pas devoir s'occuper de tout ça et juste de devoir être belle à 19h, et bien en fait, on se retrouve dans notre énergie féminine, genre en faisant ça, il nous a replongé dans notre énergie féminine et ça nous donne envie de prendre soin de nous, ça nous donne envie d'arriver toute belle au restaurant, donc lui il est bien content, et ça nous donne envie de prendre soin de lui par la suite, tu vois. Et donc je trouve que finalement, en agissant comme ça, nous, naturellement, on agit, on fait des trucs que eux aiment. Tu recrées l'équilibre finalement. Oui. Voilà, et tu peux te recentrer sur ce que lui l'attire aussi à la base des bases, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu peux te le permettre, quoi. Mais après aussi, je trouve que c'est important de souligner que bon, nous, on fonctionne homme-femme parce qu'on aime les partenaires masculins. Mais je trouve que finalement, cette énergie, que ça soit masculine ou féminine, tu peux l'incarner, peu importe ton sexe finalement. Et que des fois aussi, à l'inverse, t'as des couples, et ça, je l'ai déjà vu, qui s'accordent parfaitement. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que la femme a une énergie masculine plus dominante que l'homme. Et l'homme a une énergie, du coup, je pense, féminine un peu plus dominante, je sais pas. Mais ça le dérange pas du tout que sa femme ait une énergie un peu plus masculine. Et ça fonctionne très bien et ils ont cet équilibre-là. Donc, je pense que franchement, ça dépend. On a tous et toutes de l'énergie masculine et féminine en nous. Le tout, c'est de savoir laquelle est-ce qu'on veut mettre un petit peu plus en avant ou pas. Et de fonctionner et trouver quelqu'un du coup qui rééquilibre un petit peu l'énergie que tu as choisi de mettre un petit peu plus en avant. Exactement. Voilà, c'est mon avis. C'est exactement ça. Et ça évolue aussi avec le temps. Oui, à mon avis, en fonction des périodes de ta vie, ça change aussi. Bien sûr. Mais de fait, si t'es avec quelqu'un qui te permet, toi, de mettre en avant l'énergie en fait avec laquelle tu es le plus à l'aise pendant cette période de ta vie, c'est ça qui fait la... Match. It's a match. Ouais. Mais oui, comme tu disais, c'est vrai que de temps en temps dans les couples, eh bien oui, ça va être la femme qui a plus ce truc de décision, etc., et qui a peut-être une énergie plus masculine. Et il y a, à mon avis, des couples où c'est 50-50 aussi, tu vois. Il y a peut-être des couples où ils ont chacun plus ou moins le même dosage d'énergie féminine et masculine. Et encore une fois, nous, on parle énormément d'hommes et femmes. En tant que femmes hétéro, on parle de ce qu'on connaît, on se permet pas de parler de ce qu'on connaît pas. Exact. Mais j'exclus pas que dans les couples homosexuels, ce soit la même chose, tu vois. Bien sûr, c'est ce que je sais. Qui est une énergie, c'est ce que tu disais. Je crois que peu importe l'enveloppe corporelle, finalement, juste c'est une histoire de... Enfin mon chou, je trouve que ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon d'être une femme. On est bien d'accord, on s'entend là-dessus. Et l'énergie féminine, ce n'est pas un retour en arrière, loin de là. Je pense que c'est vraiment se réapproprier justement ça et ne pas renoncer non plus à tout ce qu'on a gagné parce que ça a été très important. Et voilà, c'est juste une réconciliation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Avec notre corps, avec nos cycles, avec nos émotions et notre intuition. Donc voilà. Ouais, je suis trop d'accord. Et il n'y a pas de bonne manière d'être une femme, c'est sûr. Mais moi, je suis contente qu'on ait fait cet épisode, juste ne serait-ce que pour mettre en avant le fait qu'il ne faut pas minimiser tout ce qui fait de nous une femme, en fait. Parce qu'en les mettant de côté, on pense peut-être bien faire, mais je pense qu'on se fait violence et qu'à long terme, c'est pas une bonne option. Et aussi,
il faut que les hommes prennent conscience que tout ce qu'on vient de dire, ça existe, c'est une réalité. Et c'est pas juste être plus faible, c'est pas faire moins, c'est vraiment juste faire différemment. Et je trouve que c'est important de continuer à en parler. On a tendance à pas en parler pour se dire, bon, on va pas les ennuyer avec ça parce qu'on va encore perdre en crédibilité. Alors que non, on s'en fout. Et voilà, Chou, on se quitte. On se quitte. Non mais merci Tichou d'avoir regardé. Ça nous fait toujours autant plaisir de savoir que vous regardez nos épisodes. Vraiment, on espère de tout cœur que vous passez un bon moment. C'est, je le rappelle, mais c'est ça le but. À la fin des fins, c'est ça le but, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et voilà, donc on se retrouve dimanche dans 2 semaines. Dimanche dans 2 semaines. En pleine forme. Avec le sourire pour un autre sujet. Et ça va être bien. Bisous chou.